Allez, partie 2. Donc là, on part sur du plus classique. T1, Tn, des variables aléatoires mutuellement indépendantes qui suivent la même loi exponentielle de paramètre 1, Mn le max des Ti. Montrer que Mn suit la loi de densité Fn donnée par, bon, c'est du très classique. On va trouver la fonction de répartition de la variable aléatoire Mn, et ensuite, eh bien, on en déduira une densité. Bon. Donc pour cela, on va se donner, déjà on peut remarquer que Mn de oméga est dans R+, puisque pour tout i dans 1n, ti de oméga, c'est R+. Donc le max va être dans R+. Donc je me donne x appartenant à R+, puisque dans R-, la fonction de répartition vaudra forcément 0. Et je vais m'intéresser à la probabilité d'avoir Mn inférieur ou égal à x. C'est donc la probabilité d'avoir le max de T1, T2, Tn inférieur ou égal à x. C'est donc la probabilité que tout le monde soit inférieur à x, d'avoir T1, d'avoir en fait l'intersection pour i allant de 1 à n, des ti inférieur ou égal à x. C'est donc le produit pour i allant de 1 à n des p de ti inférieur à x par indépendance des ti. C'est donc la probabilité que t1 soit inférieur ou égal à x à la puissance n, car les ti ont même loi. Et donc la fonction de répartition de la loi exponentielle, on la connaît. Hein. Donc c'est donc 1 moins exponentielle de moins x à la puissance n. Ok. Une nouvelle page. Alors, donc, la fonction de répartition de la variable aléatoire en x vaut 0 si jamais x est strictement négatif, et 1 moins exponentielle de moins x à la puissance n sinon. Bon. Évidemment, fmn est continu sur R- étoile, sur R+. Et en 0, qu'est-ce qui va se passer? La limite, lorsque x tend vers 0 moins de fmn de x vaut 0, qui se trouve être fmn de 0. Fmn est donc continu en 0. Fmn est donc, et par conséquent, continu sur R. De plus, Fmn est C1 sur R moins étoile sur R+, donc sur R, sauf éventuellement en 0. Donc par conséquent, Mn est donc une variable à densité. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, eh bien, on va dériver Mn je vais donc prendre soit x appartenant à R moins étoile, f mn' de x vaut 0,
soit x appartenant à R plus étoile, je ne sais pas si c'est dérivable en 0, fmn' de x vaut donc n, multiplié par la dérivée de 1 moins exponentielle de moins x, donc on aura moins 1 multiplié par moins exponentielle de moins x, multiplié par 1 moins exponentielle de moins x à la puissance n moins 1, c'est-à-dire n exponentielle de moins x, 1 moins exponentielle de moins x à la puissance n moins 1. D'où la fonction fn qui à x associe 0 si x est inférieur à 0, n exponentielle de moins x, 1 moins exponentielle de moins x à la puissance n moins 1, si jamais x est positif, est une densité de Mn. Alors vous allez me dire, mais on n'a pas donné de valeur en 0. C'est vrai, mais une densité, je peux choisir n'importe laquelle, pourvu qu'elle soit continue, et égale, enfin continue sur R, sauf éventuellement en un nombre fini de points, et qu'elle soit égale à la dérivée de fmn, sauf, là aussi, éventuellement, en un nombre fini de points. Donc ça peut être pas le cas en 0, mais c'est pas du tout un problème. Question 8. 8a, soit z une variable aléatoire de loi exponentielle, de n plus 1, indépendante de mn. On note g la densité de la loi de z qui est nulle sur moins l'infini 0 et continue sur 0 plus l'infini. Donc on a g, la fonction qui à x associe 0 si x est négatif, et 1 moins lambda, donc n plus 1, exponentielle de moins n plus 1 x, si x est strictement positif. Montrer que pour tout x et pour tout t, on a fn de t multiplié par g de x moins t égale quelque chose que l'on nous donne ici. On va directement prendre une nouvelle page. Donc, on va prendre x positif et t appartenant à 0x. Fn de t multiplié par g de x moins t. Fn de t, c'est facile, comme t est dans 0x et que x est strictement positif, on va voir n exponentielle de moins t, 1 moins exponentielle de moins t à la puissance n moins 1. Est-ce que j'ai bien mis n-1? Tout d'un coup, j'ai un doute. Non, c'est bon, j'ai bien mis n-1. Et t est inférieur à x. Donc, x moins t est inférieur strictement à x. Donc, x moins t est strictement positif. Donc, ça va être multiplié par g d'un nombre positif. Donc, on va avoir multiplié par 1 moins... Non, pardon, c'est une densité. Donc, on a lambda exponentielle de moins x, donc multiplié par n plus 1 exponentielle de moins n plus 1 facteur de x moins t. Et on le veut sous quelle forme? Une autre forme. Donc, on va réorganiser les choses. Donc, n plus 1 exponentielle de moins n plus 1 x, très bien. Il va nous rester de l'exponentielle de n plus 1 t. Mais il y a des choses qui me plaisent pas des masses, mais c'est pas grave. Donc, on a ça, et donc on va avoir l'exponentielle de n plus 1 t, oui, c'est pas grave du tout, multiplié par 1 moins exponentielle de moins t à la puissance n moins 1, multiplié par exponentielle de moins t. J'espère que je n'ai rien oublié.
Donc on va avoir du n plus 1 exponentielle de moins n plus 1 x, exponentielle de n moins 1 t, 1 moins exponentielle de moins t à la puissance n moins 1, exponentielle de t, exponentielle moins t. Ici, il y en a deux qui étaient là, que j'ai basculé là. J'ai oublié le n quand même. Donc on va avoir n plus 1, exponentielle de moins n plus 1 x, exponentielle de t à la puissance n moins 1, 1 moins exponentielle de moins t à la puissance n moins 1, exponentielle t et n. Et donc là, ça, je vais le rentrer là-dedans, les deux sont à la même puissance, donc on va avoir n plus 1, exponentielle de moins n plus 1 x, exponentielle t, moins exponentielle de 0, donc 1, à la puissance n moins 1, multiplié par n exponentielle de t. Et c'est exactement ça que l'on voulait. Conclusion. Pour tout x strictement positif, pour tout t appartenant à 0x, vous avez fn de t, g de x moins t, qui est égal à n plus 1 exponentielle de moins n plus 1 x, n exponentielle de t, exponentielle de t moins 1 à la puissance n moins 1. Donc je l'écris comme ça pour avoir exactement la même forme que celle qui était demandée dans l'énoncé. Bon là, ça sent quand même très fort le produit de convolution, donc on va très probablement nous faire de la convolution un petit peu plus loin. Question B. Soit zi une suite de variables aléatoires mutuellement indépendantes, telles que pour tout entier, zi est de loi exponentielle de i. Très bien, montrer que la variable aléatoire somme des zi suit la loi de densité Fn. Bon, très bien. Regardons ce qui se passe pour n égale 1. Ça va être une récurrence, hein, clairement. Donc, soit n supérieur à 1, notons Pn la proposition, somme pour i allant de 1 à n des zi, suit la loi de densité Fn. On va initialiser. Pour n égale 1, donc Z1 suit la loi exponentielle de paramètre 1, et F1, c'est la fonction qui à x associe 0 si x est négatif, et donc une fois exponentielle de moins x, et une densité de la loi exponentielle de paramètre 1. Donc, P1 est vrai. Hop, hérédité. Soit n un entier non nul, tel que la somme pour i allant de 1 à n des zi suit la loi de densité Fn. On va noter y, cette somme. Bon, très bien. Alors, la somme pour i allant de 1 à n plus 1 des zi, c'est donc z n plus 1 plus la somme pour i allant de 1 à n des zi, c'est-à-dire zn plus 1 plus y. Or, zn plus 1 suit la loi exponentielle de paramètre n plus 1, et
Y suit la loi de densité Fn. Donc, Fn étoile G est une densité de la somme pour i allant de 1 à n plus 1 des zi. Ça, c'est donc le produit de convolution de Fn et de G. Très bien. Or, pour tout x, oui, appartenant à R, Fn croix G de x est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Fn de t, G de x moins t, dt. Premier cas, t, si jamais t est négatif, alors Fn de t égale 0. Alors, premier cas, c'est pas vraiment un cas. Je vais mettre ça comme ça. Et ensuite, si jamais x moins t est négatif, alors, négatif ou nul, donc t supérieur ou égal à x, alors c'est g de x moins t qui est égal à 0. On a donc Fn étoile g de x qui sera égal à l'intégrale de 0 à x, puisque avant 0, ça vaut 0, et après x, ça vaut 0 aussi, de Fn de t, g de x moins t dt. Et donc ça, d'après la question 8a, ça vaut n plus 1 exponentielle de moins n plus 1 x n exponentielle de t multiplié par exponentielle de t moins 1 à la puissance n moins 1 dt. Si on nous l'a fait écrire comme ça, c'est sans doute pas un hasard. Si on regarde tout le début ne dépend pas de t, donc on peut le sortir de l'intégrale. Alors vous allez me dire, le n ne dépend pas non plus de l'intégrale. Bon, mais je vais le laisser dedans, vous allez voir pourquoi. Donc n plus 1 exponentielle de moins n plus 1 x, intégrale de 0 à x, de n exponentielle de t moins 1 à la puissance n moins 1 dt. Or, ben ça c'est n, u' puissance n moins 1. Donc on va avoir n plus 1 exponentielle de moins n plus 1 x, multiplié par une primitive qui va donc être exponentielle de t moins 1 à la puissance n, que je vais intégrer entre 0 et x, c'est-à-dire n plus 1 exponentielle de moins n plus 1 x, facteur 2 en x, ça vaut exponentielle de x moins 1 à la puissance n, et en 0, ça vaut 0. Voilà. Et donc, je vais avoir n plus 1 exponentielle de moins x, exponentielle de moins nx, c'est-à-dire exponentielle de moins x à la puissance n, exponentielle de x moins 1 à la puissance n, c'est-à-dire n plus 1, exponentielle de moins x, facteur 2, 1 moins exponentielle de moins x à la puissance n. Et ça, c'est bien égal à f n plus 1 de x. Donc,
tout x appartenant à R. Donc ça, c'est si x est positif. On a ça. Et si x est négatif, vous avez l'intégrale. Si x est négatif, vous avez x moins t. Il faut reprendre ça. Si x est négatif, si x est négatif, de toute façon t doit être positif. Donc, si x est négatif, x moins t est aussi négatif. Hop, et t positif. X moins t est négatif, donc g de x moins t égale 0. Et si t est négatif, fn de t vaut 0. Donc, dans ce cas-là, fn étoile g de x vaut 0 dans tous les cas. Et donc, on a donc bien pour tout x appartenant à R, fn étoile g de x est égal à fn plus 1 de x. Donc pn plus 1 est vrai. Conclusion de cette récurrence et conclusion de la question par principe de récurrence. Pour tout n appartenant à n étoiles, la somme pour i allant de 1 à n des zi suit la loi de densité Fn. Et nous pouvons passer à la question 9. On définit la fonction AR par f de x égale exponentielle de moins x multiplié par exponentielle de moins x. Montrer que f est une densité de probabilité sur R. Bon, bah, très bien. Alors, f est continu sur R en tant que produit est composé de telle fonction. Voilà. Ensuite, f est positive sur R. Et ce qui va nous intéresser, donc, c'est l'intégrale de cette fonction-là sur R. Donc, donc si on s'intéresse à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx, donc en plus l'infini,
vous avez moins exponentielle de moins x qui en plus l'infini va tendre vers 0. Donc exponentielle de moins x, donc f de x, va être équivalent en plus l'infini à exponentielle de moins x. Or, l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins x dx converge. Donc, l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de x dx converge par critère d'équivalence. En moins l'infini, qu'est-ce qui se passe? Vous avez exponentielle de moins x qui va exploser vers plus l'infini. Mais, alors, montrer que c'est pas si simple que ça. Exponentielle de moins x multiplié par exponentielle de moins x, c'est exponentielle de moins x moins et plus exponentielle de moins x. Oui. C'est-à-dire exponentielle de moins x sur exponentielle de moins x sur exponentielle de x, plus 1. C'est ça. Ouais. En moins l'infini. Non, il faut diviser par exponentielle de moins x. Je suis en train de faire n'importe quoi, puisque si je raisonne par équivalence, ça ne va pas fonctionner. Bon, d'une part j'ai oublié l'exponentielle de moins x, et d'autre part ça ne va rien donner. Donc j'oublie cette idée-là. Je vais être obligé de faire ce que j'avais pas envie de faire, mais je vais le faire quand même. Soit x appartenant à R moins. L'intégrale entre x et 0, alors, de f de t dt, c'est donc l'intégrale entre x et 0 de exponentielle de moins t multiplié par exponentielle de moins t dt. Bon. Or, il se trouve que ici j'ai une exponentielle de u, donc ici j'ai u' exponentielle de u. Donc je vais avoir de l'exponentielle de u entre x et 0. Et donc je vais avoir exponentielle. Alors, exponentielle de moins, donc exponentielle de moins 1, moins exponentielle de moins exponentielle de moins x. Or, lorsque x tend vers moins l'infini, donc on va avoir exponentielle de moins x, tend vers plus l'infini, lorsque x tend vers moins l'infini, par composition,
Vous avez donc exponentielle de moins exponentielle de moins x qui va tendre vers 0 lorsque x tend vers moins l'infini. On en déduit la chose suivante, d'où l'intégrale de moins l'infini à 0 de f de t dt converge et vaut exponentielle de moins 1. En fait, j'espérais pouvoir faire les deux en même temps, mais c'était pas possible. Maintenant, on va s'intéresser à l'autre dont j'ai déjà démontré la convergence. Alors, du coup, l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de t dt, c'est donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins t exponentielle de moins t dt, c'est-à-dire la primitive que l'on va choisir, bien sûr, va être la même, donc exponentielle de moins t. Alors pourquoi est-ce que je fais mes crochets pas de la même taille, j'en sais rien, entre 0 et plus l'infini. Bon, or, en plus l'infini, exponentielle de moins t va tendre vers 0, donc on va avoir 1 moins exponentielle de moins 1. Conclusion, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t dt vaut 1 moins exponentielle de moins 1 plus exponentielle de moins 1, c'est-à-dire 1. Conclusion générale, donc f est la densité. Alors comment est-ce que c'est formulé? F est une densité de probabilité. Bon, j'ai perdu un petit peu de temps en essayant de faire autrement et en voulant en gagner, mais c'est pas bien grave. Donc cette loi, on l'appelle la loi de Gumbel. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce, hein, mais bref, peu importe, on nous en reparlera un petit peu plus loin dans le travail. Question 10a, soit zi la suite de variables aléatoires introduites précédemment, on note wn la somme des zi moins ln de n, montrer que la fonction de répartition est donnée par, bon bah très bien, hein. Donc je vais me donner x appartenant à R, et je vais m'intéresser à la probabilité que wn soit inférieur ou égal à x, c'est-à-dire la probabilité d'avoir la somme pour i allant de 1 à n des zi moins ln de n inférieur ou égal à x, c'est-à-dire la probabilité d'avoir cette somme inférieure ou égale à x plus ln de n. Et là, il peut se passer deux choses. Premier cas, x plus ln de n est négatif, ce qui revient à dire que x est inférieur ou égal à moins ln de n. On a alors la probabilité d'avoir la somme pour i allant de 1 à n des zi inférieur ou égal à x plus ln de n qui vaut 0. Deuxième cas, x plus ln de n est strictement positif, ce qui revient à dire que x est strictement plus grand que ln de n. On a alors la même probabilité. Alors c'est pas la même, hein, puisque cette fois x ne vérifie pas la même chose, qui est égal à fn de x plus ln de n. Je marque petit fn, j'ai tort évidemment, c'est un grand fn. Alors un fmn de x plus ln de n, et j'ai judicieusement obtenu cette expression là au-dessus. Donc on va remonter un petit peu avant. La fonction fmn, ça remonte quand même un petit peu. Non, c'est encore au-dessus. 1 moins exponentielle de moins x à la puissance n. Donc 1 moins exponentielle de moins x plus ln de n à la puissance n, c'est-à-dire 1 moins exponentielle de moins x, exponentielle de
moins ln de n à la puissance n, c'est-à-dire 1 moins exponentielle de moins x multiplié par exponentielle de ln de 1 sur n, le tout à la puissance n, c'est-à-dire 1 moins exponentielle de moins x multiplié par 1 sur n à la puissance n, c'est-à-dire ce que l'on nous demande, 1 moins exponentielle de moins x sur n à la puissance n. Conclusion. Wn a pour fonction de répartition la fonction que l'on vient de donner, donc fwn, qui a x associe 0 si jamais x est inférieur ou égal à moins ln de n, et 1 moins exponentielle de moins x sur n à la puissance n, si jamais x est strictement plus grand que moins ln de n. Donc ces exercices-là, on en a déjà fait un certain nombre, pour ne pas dire un nombre certain, et vous voyez que c'est bien utile. Question B. Une convergence en loi, bon, soit x appartenant à R moins non, rien du tout. Soit x appartenant à R. Bon. Comme ln de n va tendre vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini, on a moins ln de n qui va tendre vers moins l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, il existe un certain rang n0 appartenant à n, tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, eh bien, moins ln de n va finir par devenir strictement plus petit que x. Donc, pour tout n supérieur ou égal à n0, vous allez avoir fwn de x qui va être égal à 1 moins exponentielle de moins x sur n à la puissance n. Voilà, c'est-à-dire à exponentielle de n ln de 1 moins exponentielle de moins x sur n. Or, exponentielle de moins x sur n va tendre vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, donc ln de 1 moins exponentielle de moins x sur n sera équivalent lorsque n tend vers plus l'infini à moins exponentielle de moins x sur n. Et donc, par conséquent, n ln de 1 moins exponentielle de moins x sur n sera équivalent lorsque n tend vers plus l'infini à moins exponentielle de moins x. On en déduit par composition de limites que fwn de x va tendre, lorsque n tend vers plus l'infini, vers exponentielle de moins x. Et ce pour tout x appartenant à R. Or, c'est pas ça qu'on demande. Or, donc la fonction qui a x associe exponentielle de moins x est dérivable, même C1 en fait, C1 sur R en tant que composé de telle fonction. Donc, hop, je vais appeler cette fonction la phi.
pour tout x appartenant à R, phi' de x est égal à exponentielle de moins x, exponentielle de moins exponentielle de moins x, c'est-à-dire la fonction f de la fonction 9. Par conséquent, une variable aléatoire qui suit la loi de Gumbel a pour fonction de répartition une fonction que je vais appeler grand F qui à x associe exponentielle de moins x. Donc, pour tout x appartenant à R, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de f wn de x est égale à grand F de x. J'espère qu'il n'y a pas autre chose qu'on a appelé grand F. Là, j'ai peur de me perdre avec les notations, mais bon, c'est pas très grave si on a ça. Et donc, conclusion, Wn converge en loi vers une variable aléatoire de loi de Gumbel. Et on a terminé la question 10b. Question suivante, c'est un petit peu de programmation. Question 11a. Écrire une fonction d'entête def simul v qui, pour un entier n fourni, renvoie une simulation de la variable aléatoire vn définie en introduction de ce problème. Donc vn, c'est cn sur n moins ln de n, et cn, oui, c'est la somme pour i allant de 1 à n. Est-ce qu'on a une information sur la loi de Cn? Je ne crois pas. Hein. Non. Dxi avec, pour tout i appartenant à 1n, xi qui suit la loi géométrique de paramètres n moins i plus 1 sur n. Très bien. Alors, donc, pour cette chose-là, il va nous falloir de l'aléatoire, donc numpy.random as rd. J'ai du logarithme, donc il me faut aussi numpy. Et je vais donc pouvoir entamer ma fonction, qui doit s'appeler simulv de n. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais fabriquer une somme. Et pour ça, il va falloir que je que je fasse des tirages aléatoires avec la loi géométrique. Bon. Donc, pour faire une somme, il y a plusieurs façons de faire. Soit je fais une liste de valeurs et ensuite je fais un np.somme de ma liste, soit je m'y prends autrement, je fais la somme petit à petit. C'est la solution que je vais entamer, que je vais utiliser parce que c'est ce que je préfère. Donc j'ai une somme qui va valoir 0 au départ. Ensuite, je vais avoir un for k in range. Alors, je dois aller de 1 jusqu'à n inclus. Alors, je vais l'appeler i pour coller à cette notation-là. Et je vais donc avoir S, donc qui met masse. Alors, je ne vais pas l'appeler S, je vais l'appeler Cn, qui sera donc égal à Cn plus rd.géométrique, simulation de la loi géométrique, de paramètres n moins i plus 1 sur n. À la fin de cette boucle-là, ici, on a
une simulation de Cn. Et donc je n'ai plus qu'à renvoyer ce qu'il faut. Cn sur n moins le logarithme de n, donc np.log de n. Voilà pour ma question 11a. Question 11b. À la suite de la fonction simul_v, écrire une fonction appelée v qui construit et renvoie un vecteur ligne contenant 1000 simulations indépendantes de la variable aléatoire n pour un certain entier n passé en paramètre à la dite fonction. Donc def v de n. Je vais donc commencer par fabriquer un vecteur ligne, je ne sais pas comment je vais l'appeler, un vecteur par exemple, qui ne contient que des zéros. Alors, est-ce que je vais la faire deux fois? np.0 de 1000. Et ensuite, for k in range 1000. Donc, vecteur de k sera égal à simul v de n. Et à la fin, je renvoie le vecteur. Ouf. Deuxième façon, je renvoie directement mon vecteur, qui sera un simul v de n for k in range 1000. On l'a en une ligne. Ce n'est pas forcément un objectif en soi que de faire les fonctions en une ligne, mais il faut avouer que c'est quand même assez bon. Donc, à la question C. À la question C, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on utilise ça et on dessine deux choses. D'abord, l'histogramme qui correspond à cette simulation, et ensuite, la densité de la loi de Gumbel. Oui, la densité. Donc, sur ces figures sont représentés l'histogramme des simulations pour différentes valeurs de n. Simulation pour différentes valeurs de n. Ainsi que la densité de la loi de Gumbel. Eh bien, on remarque que pour n grand, l'histogramme remplit l'air sous la courbe. On peut donc émettre la conjecture Vn converge en loi vers une variable de Gumbel. Et voilà la suite. Évidemment, on va s'intéresser à démontrer cette conjecture. Alors, question 12. On a besoin d'une nouvelle page. Donc, dans cette question 12, on a une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètre P, et V, une variable aléatoire qui est égale à partie entière de alpha u plus 1, sachant que alpha est égal à P sur ln de 1 moins P, pardon, moins P sur ln de 1 moins P. Donc, pour cette question 12, déjà, on va s'intéresser au signe de alpha. P appartient à 0,1, donc
1 moins p va être inférieur, même strictement à 1. On a donc ln de 1 moins p qui est négatif, et par conséquent, alpha qui est égal à moins p sur 1 moins p qui est strictement positif. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, on a u qui suit la loi exponentielle de paramètre p, donc u de oméga sera égal à r plus étoile, ou r plus, pas de souci. Comme la probabilité d'être égale à 0, elle vaut 0, on peut considérer que c'est r plus étoile. Par conséquent, on a que v de oméga est inclus dans n, et v va être supérieur ou égal à 1, donc même supérieur ou égal à 1, donc v de oméga, ça sera ici n étoile. Donc on va s'intéresser à la fonction de répartition de la variable aléatoire. Enfin la fonction de répartition, non, on va s'intéresser comme v est discrète. On va se donner k dans n étoile, et on va s'intéresser, je vais essayer d'écrire mieux mon n étoile, à la probabilité que v soit égal à k. C'est-à-dire la probabilité d'avoir partie entière de alpha u plus 1 égale k, c'est-à-dire la partie entière de alpha u qui est égale à k moins 1. Or, une partie entière, on sait l'encadrer. Ça, si alpha u est égal à k moins 1, vous avez donc alpha u qui est entre k moins 2 et au maximum, alors si la partie entière vaut k moins 1, c'est que l'élément valait au maximum k moins 1 et il peut être égal à k. C'est donc la probabilité d'avoir k moins 1 sur alpha plus petit que u, plus petit que k sur alpha. Bon. U, on connaît sa fonction de répartition, c'est donc la fonction de répartition de u en k sur alpha, moins la fonction de répartition de u en k moins 1 sur alpha. C'est-à-dire, comme on connaît bien son cours, 1 moins exponentielle de moins p multiplié par k sur alpha, moins 1 moins exponentielle de moins p, k moins 1 sur alpha. C'est-à-dire que l'on va avoir exponentielle de moins p, k moins 1 sur alpha, moins exponentielle de moins p, k sur alpha. C'est-à-dire exponentielle de moins p, k sur alpha, multiplié par exponentielle de p sur alpha, moins exponentielle de moins p, k sur alpha, que l'on va pouvoir mettre en facteur. Donc on va avoir exponentielle de moins p, k sur alpha, c'est ça, multiplié par exponentielle de p sur alpha, moins 1. C'est-à-dire que l'on a exponentielle de moins p sur alpha à la puissance k. Alors, ce que j'ai écrit, c'est pas faux, mais c'est pas comme ça qu'il faut le faire, parce qu'on veut une loi géométrique de paramètre P, donc tout ça, on va pas le traiter comme ça, je reviens ici. Et donc, c'est cette exponentielle de moins P sur alpha à la puissance k-1 que je vais mettre en facteur. 1 moins exponentielle de moins P sur alpha, ici, c'est la puissance k-1,
J'ai mis ça en facteur. On va voir 1 moins exponentielle de moins p sur alpha. Et donc, en posant... alors, exponentielle de moins p sur alpha, c'est exponentielle de moins p divisé par ln de 1 moins p. Non, moins p divisé par p, ln de 1 moins p, avec un moins ici. Et donc on va avoir exponentielle de ln de 1 moins p, c'est-à-dire que ça vaut 1 moins p. D'où la probabilité d'avoir partie entière de alpha u plus 1 égale k est égale à, ici on a 1 moins p puissance k moins 1 multiplié par 1 moins 1 moins p, c'est-à-dire 1 moins p puissance k moins 1 multiplié par p. Donc ça, c'est un premier point. On reconnaît des probabilités de loi géométrique, donc on en déduit que alpha u plus 1, en partie entière, suit la loi géométrique de paramètre p, puisque les probabilités sont les mêmes et que le support est le même. Et on a terminé la question 12. Question 13. Qui commence par la 13a. Montrer que la variable aléatoire v moins alpha u est à valeur dans 0,1. Très bien. Donc on va se donner un oméga, 2 oméga. Donc on a v de oméga moins alpha u de oméga qui vaut alpha u de oméga plus 1 moins alpha u de oméga. Or, partie entière de alpha u de oméga est compris entre alpha u de oméga et alpha u de oméga moins 1. D'où v de oméga moins alpha u de oméga. On va être compris entre deux valeurs. Donc à gauche, on a ça plus 1 moins alpha u de oméga. Donc on a 0. Alpha u 0. V de oméga moins alpha u de oméga. Et à droite, on a alpha u plus 1 moins alpha u. Donc on a 1. Donc v moins alpha u va bien être à valeur dans 0,1. Alpha u de oméga est inclus dans 0,1. Je ne suis pas sûr que toutes les valeurs de 0,1 soient atteintes avec ce que j'ai écrit, mais en tout cas, je sais que je reste encadré par 0 et 1. Question... Non, toujours la 13a. Il faut en déduire que la variance de v moins alpha u est plus petite que 1. Bon. Donc on sait que v moins alpha u est compris entre 0 et 1. On a donc l'espérance de v moins alpha u qui est dans 0,1 et v moins alpha u au carré qui est aussi d'oméga qui est inclus dans 0,1. Donc l'espérance de v moins alpha u au carré est dans 0,1 et par conséquent l'espérance de v moins alpha u au carré moins l'espérance
de V moins alpha U au carré. Donc ça, c'est dans 0,1. Ça, c'est dans 0,1. Donc ça sera plus petit que 1. Par la formule de Koenig-Huygens. La variance de V moins alpha U est inférieure ou égale à 1. Question B. Soit x et y, deux variables aléatoires admettant un moment d'ordre 2, justifier l'existence de la covariance de x et de y. Bon, x et y admettant, là c'est du cours, hein, un moment d'ordre 2. Le couple XY admet une covariance. Donc la covariance de XY existe. C'est du cours. Deuxième partie de la question, montrer que la variance de x plus y est inférieure ou égale à 2 fois la variance de x plus la variance de y. On nous donne une indication, hein. On pourra calculer var de x plus y et var de x moins y. A noter que ça, il y en a bien peu d'entre vous qui l'ont fait alors qu'on vous donnait la méthode. Donc la variance de x plus y, alors je devrais écrire var de x plus y pour respecter les notations, c'est donc la variance de x plus la variance de y plus 2 fois la covariance de x et de y. La variance de x moins y, c'est donc la variance de x plus la variance de y moins 2 fois la covariance de x et de y. Bon. J'ai calculé les deux choses qu'on me demande de calculer. D'où, si je les ajoute, la variance de x plus y plus la variance de x moins y va être égale à 2 fois la variance de x plus la variance de y. Or, la variance de x moins y, c'est une variance, donc c'est un nombre positif. Donc, la variance de x plus y est inférieure ou égale à la variance de x plus y plus la variance de x moins y. Conclusion. La variance de x plus y va être inférieure ou égale à 2 fois la variance de x plus la variance de y. Ça, c'est réglé. Donc la question d'après, on nous demande d'en déduire que. Donc il faut utiliser ce qui précède. Si on regarde ce qui précède, on a la variance de x plus y, donc là c'est la variance de v moins u, donc on pourrait se dire on applique avec x égale v et y égale u, mais au-dessus on nous parle de v moins alpha u. Donc si on pose, c'est la question C, posons x égale v moins alpha u. Nous ce qu'on veut, on veut avoir x plus y, de façon à pouvoir utiliser la 13b, qui soit égale à v moins u. Donc on a donc y qui est v moins u moins x, c'est-à-dire v moins u moins v moins alpha u, c'est-à-dire, ici c'est un v, hein, v moins v ça s'en va, on a moins u plus alpha u, c'est-à-dire alpha moins 1 u. On applique. Alors, la question 13b, remarquons pour cela que v moins alpha u admet un moment d'ordre 2, puisque c'est le cas pour u et v. Ainsi que alpha moins 1 u. On a donc
la variance de V moins U qui va être inférieur ou égal à 2 fois la variance de X, donc c'est la variance de V moins alpha U, plus la variance de Y, la variance donc de alpha moins 1 U. Cette chose-là, l'énoncé nous dit que l'énoncé la question 13a, donc ça c'est inférieur à 1 d'après 13a. Et donc, la variance de V moins U va être inférieur ou égal à 2 fois 1 plus alpha moins 1 au carré multiplié par la variance de U. Mais la variance de U, on la connaît, puisque U est une variable exponentielle. Donc ça, c'est égal à 1 sur P carré. Puisque U suit la loi exponentielle de paramètre P. D'où ce que l'on veut, c'est-à-dire que la variance de V moins U va être inférieure ou égale à 2 plus 2 1 moins alpha au carré sur P carré, puisque alpha moins 1 au carré, c'est égal à 1 moins alpha au carré. Et c'est bien ça que l'on voulait. Donc là, pour cette question-là, il y a des corrigés où j'ai vu des erreurs où ils trouvent 1 plus alpha au carré au lieu de 1 moins alpha au carré. C'est pas une erreur très grave, mais quand même. Question 14. Dans cette question, on suppose que n est supérieur ou égal à 2, y1, yn, des variables aléatoires mutuellement indépendantes, yi suit la loi exponentielle de paramètres n moins i plus 1 sur n, donc là il y a sans doute un lien à faire avec la loi géométrique que l'on a vu au début du problème. On pose alpha 1 égale 0, x1' égale 1, et pour tout i, alpha i égale machin, et x'i égale la partie entière de alpha i plus 1. Très bien, donc tout ça, c'est sans doute un lien entre la question 13 et le début de l'exercice. Montrez que la variance de Vn' moins Wn' est inférieure ou égale à 1 sur n carré plus 2 sur n carré, une abominable somme. Bon. Ici, là-dedans, déjà, on peut remarquer que Vn', c'est donc égal à x1' plus xn' sur n moins ln de n. Bon, il serait sans doute judicieux de trouver la loi de Vn' pour pouvoir nous en sortir. Et Wn', c'est donc y1 plus yn sur n moins ln de n. Bon. Les x1', on a une formule. Les yi, on a des lois exponentielles. Le problème des lois exponentielles, c'est que, bien sûr, il n'y a pas de stabilité pour les lois exponentielles, sauf pour les lois exponentielles de paramètre 1, mais ici, c'est pas forcément le cas. Donc, il y a du moins ln de n, du moins ln de n. On a donc V'n moins W'n, qui sera égal à la somme pour k allant de 1 à n des x'k moins ln de n, moins la somme moins 1 sur n, somme pour k allant de 1 à n des yk, plus ln de n. C'est-à-dire que l'on va avoir la somme pour k allant de 1 à n des x'k moins yk, le tout sur n. Bon. Évidemment, il y a un lien entre x'k et y'k, mais les yk sont indépendants, les yk sont mutuellement indépendantes, et pour tout cas
dans un n, x' k est fonction uniquement de YK. Donc par le lemme des coalitions, les variables x' k moins yk sont mutuellement indépendantes. Donc la variance de Vn' moins Wn' sera égale à 1 sur n carré multiplié par la somme pour k allant de 1 à n des variances de x' k moins yk. Ceci étant fait, si on regarde la somme qui nous est proposée, la somme dans les notations, on a bien le n carré, mais on a une somme qui part de 2. Donc ce qui veut dire qu'on va traiter à part le cas k égale 1. Pour k égale 1, on a x'1 qui vaut 1 et y1 qui suit la loi exponentielle de paramètres n-1 plus 1 sur n, c'est-à-dire la loi exponentielle de paramètre 1. D'où la variance de x' k moins yk, ça sera la variance de 1 moins yk, c'est-à-dire la même variance que yk, et ça vaut 1. Par conséquent, on a ce qui se passe pour 1. Ensuite, regardons ce qui se passe pour k supérieur ou égal à 2. Pour k supérieur ou égal à 2, cette fois, c'est plus tout à fait aussi pratique qu'avant. Donc vous avez quoi? Vous avez donc YK qui suit la loi exponentielle de paramètres P avec P qui est égal à n moins k plus 1. n-k plus 1 sur n. Vous avez alpha k qui est égal à moins n moins k plus 1 sur n multiplié par 1 sur ln de k moins 1 sur n, c'est-à-dire moins p sur ln de 1 moins p. Et vous avez x' k qui est égal à alpha k yk plus 1. On se retrouve, on peut donc appliquer la question 13. On a donc la variance de x' k moins yk qui va être inférieure ou égale à quoi? À 2 fois, alors il faut que je remonte un petit peu mon énoncé, 2 plus 2, 1 moins alpha k au carré sur p au carré avec le alpha k qui est là et le p qui est là, c'est-à-dire 2 plus 2, 1 moins alpha k au carré non mais il est bien là, 1 moins alpha k au carré divisé par p carré, c'est-à-dire par n carré sur n moins k plus 1 au carré. Donc, la variance de V'N moins W'N va être inférieur ou égal à 1 sur n carré, ça c'est ce qui se passe pour k égale 1, plus 1 sur n carré multiplié par la somme pour k allant de 1 à n, d, 2 plus 2
1 moins alpha k au carré sur 1 moins alpha k au carré, on va mettre ça comme ça. N moins k plus 1 sur n au carré. Et donc, il n'y a plus qu'à sortir les deux. Ici, j'ai mis somme pour k allant de 1, c'est 2. La variance de V'N moins W'N va être plus petite que 1 sur n carré, plus le 2 que je mets en facteur, sur n carré, somme pour i allant de 2 à n, d 1 moins alpha i au carré, n moins i plus 1 sur n au carré, plus 1. Et comme ça, c'est remis de la même forme que ce qui nous était proposé auparavant. Et on a terminé la 14A. Question 14B. Alors, 14BI. Montrer que la fonction peut être prolongée en une fonction continue sur le segment 0,1. Déjà, on peut remarquer que phi est... alors, qu'est-ce qu'elle est? Produit, quotient composé de fonctions continues, de fonctions, je vais mettre usuelles, continue sur 0,1. Phi est donc continue sur son ensemble de définitions. Ensuite, il va falloir que l'on regarde la limite en 0, la limite en 1. Bon. En 1, pour commencer. Alors, en 1, on a, entre guillemets, un problème dans la parenthèse. En 1. Qu'est-ce que l'on va pouvoir faire? On peut poser z égale 1 moins u. On a donc phi de z qui va être égal à 1 sur u au carré multiplié par 1 plus 1 moins z, c'est-à-dire u, sur ln de 1 moins u au carré. Alors pourquoi c'est intéressant ça? Parce que bien sûr on va faire tendre u vers 0, comme je ne vais pas noter ça comme ça, je vais marquer si z tend vers 0, alors 0 plus u tend vers 1 moins. C'est le contraire. Z tend vers 1 moins, alors u tend vers 0 plus. On a donc ln de 1 moins u, qui est équivalent 0 à u, à moins u, d'où phi de z va être équivalent en 0 à, alors va être égal à 1 sur u carré plus 1 sur u ln de u. Est-ce que c'est bien utile de montrer que la limite est finie? Est-ce que l'équivalent il est utile? La réponse est non. Si l'équivalent n'est pas utile, on peut faire un développement limité. Alors faire du développement limité avec des quotients, c'est pas forcément judicieux. Donc on va faire autrement. Phi de z, si on met au même dénominateur, on aura 1 sur u2, facteur de ln de 1 moins u plus u, sur ln de 1 moins u,
au carré. Or, ln de 1 moins u est égal en 0 à moins u moins u carré sur 2 plus un petit o de u carré. Donc, phi de z va être égal à 1 sur u carré, facteur 2. Ici, on va avoir, en plus tout à l'heure je crois que j'ai oublié le carré, donc plus u, donc moins u carré sur 2 plus un petit o de u carré, divisé par ln de 1 moins u. Je n'oublie pas le carré cette fois. On peut remarquer que ici, on va avoir un équivalent à moins u. Je l'avais noté tout à l'heure. Je vais noter ça comme ça. Tout ça, ça équivaut à moins u carré sur 2. Donc on va avoir un équivalent 0 à 1 sur u carré, multiplié par moins u carré sur 2 sur moins u. Le tout au carré, ce qui va nous faire du, les moins se simplifient. Tac, ici il y a un carré qui se simplifie avec ça. Donc on va avoir du u carré, alors 1 sur u carré, u au carré sur 4, c'est-à-dire du 1 quart. Conclusion, la limite vaut 1 quart. Conclusion, limite lorsque z tend vers 1 de phi de z égale 1 quart. Donc on peut prolonger phi. On peut prolonger phi par continuité en 1 en posant phi de 1 égale 1 quart. Hop, il y en a un qui est réglé. Ensuite, il faut regarder ce qui se passe en 0. Alors, en 0, qu'est-ce qui va nous poser problème? Pas grand-chose en fait. En 0, la limite, lorsque z tend vers 0, de 1 moins z sur ln de z va être égal à 0 puisque ln de z tend vers moins l'infini. Donc avec le 1, ça va nous faire 1, d'où la limite lorsque z tend vers 0 de phi de z va être égale à 1 multiplié par 1, 1, 1. Donc là aussi, on peut prolonger phi par continuité en 0 en posant phi de 0 égale 1. Hop. Et donc, on peut terminer cette question. Phi peut être prolongé en une fonction continue. J'ai mis 2 fois 1, c'est la fatigue. Sur 0,1. Ça c'est bon. Question 2. On déduit qu'il existe un réel A tel que la limite de 1 sur n multiplié par la somme égale à A. Donc là, le phi de z va sans doute jouer un rôle là-dedans. Alors, le 1 sur 1 moins z2, c'est dans les alpha i qu'il y a des
des logarithmes qui vont apparaître. Donc si on se donne I dans 2n, vous avez n sur n moins i plus 1 au carré, 1 moins alpha i au carré, qui va être égal à n sur n moins i plus n au carré, multiplié par 1 moins alpha i, 1 moins alpha i, et donc, on va avoir ici du plus n moins i plus 1 sur n sur ln de i moins 1 sur n, le tout au carré. C'est-à-dire que l'on va avoir en posant z égale i moins 1 sur n, donc ici du i moins 1 sur n. Alors je me rends compte que ici j'avais bien mis le i plus 1, mais là je m'étais trompé. Donc en mettant du i moins 1 sur n, ici on a du 1 sur, je vais le réécrire comme ça, n moins i plus 1 sur n au carré, multiplié par 1 plus n moins i plus 1, c'est donc n sur n qui vaut 1, moins i moins 1 sur n, divisé par ln de i moins 1 sur n. Alors, le z, il va aller après. Et donc ici, on a du 1 sur 1 moins z au carré, multiplié par 1 plus 1 moins z sur ln de z, et j'ai oublié le carré. Bon, c'est-à-dire que ça vaut phi de z, c'est-à-dire phi de i moins 1 sur n. Donc, la quantité qui nous intéresse, donc 1 sur n, somme pour i allant de 2 à n d n sur n moins i plus 1 au carré, 1 moins alpha i au carré, c'est donc 1 sur n multiplié par la somme pour i allant de 2 à n des phi de i moins 1 sur n. Voilà comment on a fait les choses. Ensuite, il faut faire tendre n vers plus l'infini. Donc là, on va se retrouver avec non pas une série, mais comment dire, enfin si c'est une série, hein, mais multipliée par 1 sur n. C'est pas tout à fait une série, ça. On a une moyenne géométrique, c'est un petit peu différent. Donc le fait qu'on ait cette moyenne et une fonction continue, moi ça me fait penser à une somme de Riemann. Donc ici on va avoir 1 sur n multiplié par la somme pour i allant de 1 à n des phi on va faire un changement d'indice plutôt, donc ici on va jusqu'à n-1 des phi de i sur n, alors je vais appeler ça j, en posant j égale i-1. Et donc cette suite est une somme de Riemann alors pas une série de Riemann ou pas une intégrale de Riemann, mais une somme de Riemann qui va converger puisque phi est continu sur 0,1
vers l'intégrale de 0 à 1 de phi de t dt. Cette intégrale est l'intégrale d'une fonction continue sur un segment donc est fini. Donc il existe un réel A. Alors pourquoi est-il strictement positif? Un réel A égale l'intégrale de 0 à 1 de phi de t dt. Strictement positif, car phi est positive et non identiquement nulle. Sur 0,1, tel que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n somme pour i allant de 2 à n d n sur n moins i plus 1 au carré 1 moins alpha i au carré est égal à A. Là, on commence à rentrer dans des maths un petit peu plus élaborées. Question C. Montrer que la suite de variables aléatoires converge en probabilité vers 0. Bon. On nous a fait encadrer la variance. Donc déjà, on a 0 qui est plus petit que la variance de V'N moins W'N. Et ça, c'est plus petit que 1 sur n carré plus... alors, on va décortiquer ça. Plus 2 sur n multiplié par 1 sur n somme pour i allant de 2 à n d n sur n moins i plus 1 au carré 1 moins alpha i au carré plus ici j'ai du 2 sur n carré multiplié par la somme des 1. 2 sur n carré, somme pour i allant de 2 à n, des 1, et donc cette chose-là, d'où 0, plus petit que la variance de V'N moins W'N, plus petit que 1 sur n carré, plus 2 sur n multiplié par cette somme que j'ai pas spécialement envie de recopier. Vive le copier-coller. Plus, ici cette somme, elle vaut n-1, 2 facteurs de n-1 sur n carré. Bon. Or, en plus l'infini, vous avez 1 sur n carré qui tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Vous avez cette chose-là qui tend vers A lorsque n tend vers plus l'infini, et 2 facteurs de n-1 sur n carré qui va être équivalent à 2 sur n tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Par conséquent, vous allez avoir tout ce morceau-là qui tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Par le théorème des gendarmes, vous avez donc la variance de V'N moins W'N qui va tendre vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini.
Alors ça, c'est un premier point important. Deuxième point important. D'après l'inégalité comment est-ce qu'on va faire ça? Est-ce qu'on a calculé l'espérance de V'N moins W'N? Non. C'est pas grave, on va faire autrement. D'après l'inégalité de Markov, vous avez donc la probabilité pour tout epsilon positif, la probabilité d'avoir V'N moins W'N supérieur à epsilon qui sera égale à la probabilité d'avoir V'N moins W'N au carré supérieur à epsilon carré, qui va être inférieur ou égal à l'espérance de V'N moins W'N au carré sur epsilon carré. Est-ce bien utile? Non, parce que ici il va falloir du coup que je calcule quand même l'espérance, donc c'est pas forcément utile de faire Markov. Donc on va tenter bien-aimé de Chebyshev. De toute façon il nous faut l'espérance même dans ce cas-là. On espérait m'en passer avec Markov, mais c'était idiot. Donc il nous faut l'espérance de V'N moins W'N. On espère que cette espérance va être égale à 0. C'est donc l'espérance de V'N moins l'espérance de W'N par linéarité de l'espérance, c'est-à-dire l'espérance de V'N qui va être égale à la somme sans kikine avec pas grand chose, je peux mettre ma somme directement. On va avoir ici 1 sur n multiplié par la somme pour i allant de 1 à n des espérances de alors c'est x' i moins yi. Or l'espérance de x' i moins yi, c'est donc l'espérance de x' i moins l'espérance de yi. Or, x' i suit la loi géométrique de paramètres P qui vaudrait ici n moins i plus 1 sur n. D'après une question précédente, d'après la question 12, hein. Donc l'espérance de x' i va être égale à 1 sur p, c'est-à-dire à n sur n moins i plus 1. Et yi suit la loi, on nous la donne, de paramètres, exponentielle de paramètres n moins i plus 1 sur n. Donc l'espérance de yi est égale à n sur n moins i plus 1. On a donc l'espérance de x' i moins yi qui est égale à 0, et par conséquent l'espérance de V'N moins W'N qui vaut 0. Donc ça, c'est un deuxième point intéressant qui va nous permettre d'appliquer bien-aimé Chebyshev. D'après l'inégalité de bien-aimé Chebyshev, pour tout epsilon positif, la probabilité d'avoir c'est V'N moins W'N supérieur à epsilon
est inférieur ou égal à la variance de la variable aléatoire en question sur epsilon carré, qui tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, d'après la question, d'après ce qu'on a dit précédemment. D'où V'n moins W'n converge vers 0 en probabilité. Là, on commence à mettre des choses bout à bout. Question D. Montrer que la suite de variables aléatoires W'n converge en loi, cette fois, vers une variable aléatoire de loi de Gumbel. Alors, est-ce qu'on a la fonction de répartition de V'n? Non. Donc, je pense qu'il va nous la falloir. L'idée, ce serait quand même de réussir à s'en passer. Alors, il y a sans doute un lien avec ce qui précède. Remarquons que V'n, c'est V'n moins W'n plus W'n. Or, V'n moins W'n converge en probabilité vers 0. Et W'n. W'n, c'est quoi? C'est Y1 plus Yn sur n moins ln de n. Donc, cette chose-là va converger en probabilité d'après la loi des grands nombres vers l'espérance donc qui n'est pas commune, donc on ne pourra pas utiliser cette chose-là. Il va falloir que l'on montre, ça serait bien de montrer une convergence en loi vers quelque chose, et on pourrait utiliser le théorème de Slutsky. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme convergence en loi pour ce truc-là? Il y a sans doute un lien avec la loi de Gumbel que l'on aurait vu précédemment. La suite de variables aléatoires Wn. C'est la somme des édits moins ln de n. Ça ressemblerait assez bien à ça. Donc là, il faudrait utiliser la question 10. Je pense. Alors, dans la question 10, les ZI des variables aléatoires qui suivent une loi de paramètres exponentielle de I. Alors là, on n'a pas tout à fait ça. Remarquons que ici, YI suit la loi exponentielle de paramètre n moins I plus 1 sur n. Bon. C'est-à-dire de l'exponentielle de 1 moins 1 moins I moins 1 sur n. Alors là, on n'a pas tout à fait ça. Il faudrait sans doute les multiplier par quelque chose pour que ça colle. Donc on a Y1, YI sur N qui va suivre. On a donc, par une propriété du cours, que YI sur N va suivre la loi exponentielle de paramètres. Si je dis pas de bêtises, n moins i plus 1. Et on n'a pas encore du i, mais en retournant notre indice, posons z n moins i plus 1 est égal à yi sur n. On a donc Wn' qui sera égal à
la somme pour i allant de 1 à n des z n moins i plus 1 moins ln de n. C'est-à-dire la somme pour j allant de 1 à n des zj moins ln de n en posant j égale n moins i plus 1. Et donc d'après la question 10, alors c'est 10, 10b, w'n converge en loi vers une variable aléatoire, je ne sais pas comment je vais l'appeler, vers w, où w suit la loi de Gumbel. Et donc si on regarde ici, V'n égale V'n moins W'n plus W'n. Cette chose-là tend en probabilité vers 0. Cette chose-là tend en loi vers W. Donc par le théorème de Slotsky, V'n converge en loi vers la variable aléatoire W, où W suit une loi de Gumbel. Et nous avons terminé cette question 14D. Question 14E, et on aura terminé la partie 2. On donne les valeurs numériques suivantes. Exponentielle de moins exponentielle de moins x est égal à 0,96, x égale 3,20, exponentielle de moins 1,1. Montrer que la probabilité que Cn sur n est entre 12,65 et 17,02 est environ de 10,92 lorsque n est de 10 puissance 6. Bon. Il va falloir faire un lien avec tout ce petit monde-là. Donc, nous venons de démontrer à la question 2 que V'n converge en loi vers une variable de Gumbel. La variable aléatoire Vn. Alors je remonte. J'ai un petit peu perdu le fil, puisqu'ici il va falloir faire le lien avec Cn. Donc la variable aléatoire Vn. On va définir. Non, c'était V'N. Ça commence à être un petit peu. Alors on avait des Vn, on avait des W'n. Bon. Donc le Cn sur n est lié à la variable aléatoire Vn. On a dans l'énoncé que Vn c'est x1 plus xn sur n moins ln de n. Ça c'est notre Cn. Où xi suit la loi géométrique de paramètres n moins i plus 1 sur n. Nous, ce que l'on a fait ici, c'est du V'n, qui est donc du x'1 plus x'n sur n moins ln de n, où nos x'i suivent, on l'a déjà dit plusieurs fois, la loi géométrique de paramètres n moins i plus 1 sur n. Donc, Vn et V'n ont même loi. Donc, Vn converge en loi vers une variable aléatoire W de Gumbel. Bon, ce qui veut dire que
pour n assez grand, on va pouvoir donner comme loi pour Vn la loi de W. Cette convergence en loi, donc si n est assez grand, la probabilité d'avoir Vn dans un intervalle AB sera la même, environ, que la probabilité d'avoir W dans l'intervalle AB. Ici, nous, on a Vn dans AB c'est la probabilité d'avoir Vn compris entre A et B, c'est-à-dire la probabilité d'avoir Cn sur n moins ln de n compris entre A et B. C'est-à-dire, nous on veut que Cn sur n, je crois. Alors, je jongle avec mes pages, on veut que Cn sur n. Donc on va avoir la probabilité d'avoir A plus ln de n inférieur ou égal à Cn sur n, inférieur ou égal à B plus ln de n. Et donc ça sera environ la probabilité d'avoir W entre A et B. C'est-à-dire la fonction de répartition de W en B moins la fonction de répartition de W en A, c'est-à-dire exponentielle de moins exponentielle de B moins exponentielle de A. Si je ne me trompe pas sur ma fonction de répartition de la loi de Gumbel, qu'il faut que je reprenne plusieurs pages en arrière. Où est-ce qu'on l'a faite? La densité. Il faut remonter à la question 10b. C'est juste avant ça. C'est bien ça, c'est bien l'exponentielle de moins x. C'était bon. Donc, nous, on veut la probabilité d'avoir Cn dans l'intervalle. Alors, il faut que je remette mon énoncé. 12,65, 17,02. C'est Cn sur n. Avec ln de n qu'on nous avait donné au-dessus. Je remonte. ln de n, 13,816. Euh, 13,816. Donc ici, ça sera la probabilité d'avoir donc plus 13,816 Cn sur n plus 13,816. Donc il faut calculer combien ça fait. Allons-y. Donc en gros, on va retirer 13,82. C'est ça, donc moins... c'est 12,65 et 13,82.
Donc moins 1,17. Et celui-là, 13,82, donc 3,2. Donc ça sera l'exponentielle de moins l'exponentielle de 3,20 moins l'exponentielle de moins l'exponentielle de moins 1,17. C'est-à-dire... donc là déjà, c'est environ... Non, ça c'est exactement égal à ça. Et le environ, il est là. Et ensuite, il y a un autre environ. Donc, 0,04. Non, je le prends à l'envers. 0,96 moins 0,04, c'est-à-dire 0,92. Et c'est ça qu'on nous demandait. D'où la probabilité d'avoir Cn sur n dans 12,65, 17,02 vaut environ 0,92. Comparé avec le résultat de la première partie. Dans la première partie, on avait... Je vais remonter. On avait... On avait que la probabilité de Cn sur n entre 7,81 et 19,92 était supérieure à 0,92. Bon. Donc ici, en fait, on a réussi à affiner la probabilité de Cn sur n. Donc ici, en fait, c'est une histoire d'intervalle de confiance. Hein. L'intervalle de confiance à 8%, au risque de 8%, on a construit un intervalle de confiance plus petit, donc meilleur. Voilà, on a réussi à restreindre les choses. Voilà pour la partie 2.